Je suis éleveuse de vaches laitières. J'ai 65 vaches laitières en moyenne sur l'année. Ça fait 500, presque 600 000 litres de quota. Autrefois, mon père, il vendait comme ça du lait. Les gens, ils venaient avec leur timbales et maintenant, les gens, ils osent plus ou ils savent plus. Ils viennent moins en ferme. C'est dommage. J'ai grandi ici, j'ai vécu ici, j'ai vu papa construire les bâtiments. Et cette histoire-là, elle m'accroche, quoi. C'est mes racines, c'est vraiment mes racines. Et c'est ce que je voulais conserver. Au moment de la crise du lait, ouais, il y avait des gens qui étaient vraiment pas bien. On touchait pas grand-chose, le prix était vraiment très très faible. Celui qui est tout seul, qui a un peu des problèmes familiaux ou des problèmes de santé et de pépins, ben ça peut vite basculer de l'autre côté. Et puis après, c'est un enchaînement. On nourrit les gens, on amène notre mieux, les gens font le maximum, ils donnent toute leur passion. Et le seul choix qu'ils trouvent, c'est de se mettre la corde au cou. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même terrible. Ce chiffre complètement hallucinant des paysans qui se donnent la mort, quoi. C'est tragique. C'est tragique d'en arriver là. En France, chaque jour, un agriculteur se donne la mort. Triste record européen. Sur le continent, les fermes vides sont légion. La faute à une concurrence effrénée. Notre nourriture, nous la voulons toujours moins chère, disponible 24 heures sur 24, quelle que soit la saison. L'agriculture est devenue un business mondial et impitoyable. Il n'y a pas si longtemps, l'essentiel de ce que nous mangions était produit localement. Aujourd'hui, la moitié des produits consommés en Europe est importée. Les données sur les 20 dernières années fournies par Eurostat donnent le vertige. Ces traits représentent les exportations de lait frais entre pays européens. Elles sont en constante augmentation. Les tomates fraîches voyagent encore plus loin, principalement depuis l'Espagne et les Pays-Bas. Vous voulez des légumes frais? Ils arriveront par avion s'il le faut. Quant à la viande de porc, l'Europe est devenue championne du monde des exportations. Direction la Chine, l'Asie du Sud-Est et même l'Australie. Pour les agriculteurs, le choix est simple. Grossir et gagner en productivité ou se faire évincer. Les effets sont tragiques. En 10 ans, sur ces 15 millions de fermes, l'Europe en a perdu 4 millions. Presque le tiers. Pourtant, l'Union européenne verse chaque année 60 milliards d'euros de subventions agricoles. À quoi servent-ils? Pour le comprendre, il faut se replonger dans notre histoire. Fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est en ruine. La faim fait rage. Il faut vite trouver une solution pour relancer la production alimentaire. Alors on met en place des aides financières pour une modernisation rapide. Et cela porte ses fruits. Les rayons des épiceries sont bientôt à nouveau pleins de pain, de beurre et de viande. L'Europe a conservé ce système. Grâce aux machines et aux subventions, la productivité agricole a explosé. Depuis les années 50, le rendement moyen d'un hectare de blé a doublé. Et aujourd'hui, une vache donne 2,5 fois plus de lait qu'à l'époque. Pour de nombreux experts, ce système de subvention massive est dépassé. L'Europe pourrait très bien se nourrir sans. Et pourtant, il perdure, car beaucoup en dépendent. Le problème, c'est que les 3/4 des sommes de la politique agricole commune sont distribuées en fonction de la taille de l'exploitation. Plus une ferme est grande, plus elle touche de subventions. Avec des résultats parfois absurdes. En Roumanie, l'île de Brăila, au milieu du Danube, abrite la plus grande exploitation d'Europe.
55 000 hectares. 10 millions d'euros de subventions chaque année. L'argent revient à Al Dahra, une entreprise des Émirats arabes unis. C'est l'exploitation qui perçoit le plus de subventions agricoles en Europe, en toute légalité. Și avem, în spatele meu se află un câmp care face parte din terenurile unei afaceri despre care noi, țăranii din România, spune că este așa nu. Această firmă practică un model extraordinar de intensiv, folosește acestor terenuri extraordinar de fertile pentru producție de cereale în principal. Imediat ce sunt recoltate, iau calea comerțului internațional, sunt exportate din România, cel mai probabil în zona Emiratelor Arabe Unite, și îndeplinește 100% condițiile necesare pentru acordarea de subvenții, spre o deosebire de, bineînțeles, de țărani și de micii producători, care nu sunt eligibili pentru aceste fonduri. Le gouvernement roumain a interprété à sa manière les directives européennes et décidé que les fermes de moins de 3 hectares n'ont pas droit à ces subventions. Pourtant, c'est la taille moyenne des fermes du pays. Résultat, la plupart est exclue des fonds de l'Union. Refusant cette injustice, Ramona a créé il y a 12 ans avec d'autres petits paysans une association pour défendre leurs droits. Elle compte aujourd'hui 14 000 membres. Da. Deci, cei de sus nu au trăit în mediul nostru rural, ca să știe ce decizii să se ia pentru noi țăranii. Pentru că dacă ar veni măcar în comunitatea noastră, măcar în vizite sau nu știu cum, poate ar înțelege și ei vreodată cum trăiesc țăranii. Că de acolo, de la tribune, de la ei se vede altfel. Scris nu se compară cu practica. Are 60 de ani vechime. Ăștia sunt prunii noștri românești, care îți vei de când mă știu eu aici la mine, în curte de 40 de ani. Da, sunt soiurile noastre românești care nu necesită altoire sau nu știu ce. Da. Sunt nu vreau să-i pierd soiul. Da. E mult mai ușor decât cele stropite, cele... Eu de ani de zile de când fac asta reprezintă. Și mergem până vom avea și o încăpăta acel drept care ne trebuie, care noi îl merităm, țărani. Cette utilisation du système des subventions est très problématique. Que pouvons-nous faire pour changer les choses ? Les avis divergent car l'agriculture industrielle pose de multiples problèmes. Et pas seulement aux petits paysans, mais à nous tous. En Europe, l'agriculture intensive est responsable de plus de 10% de nos émissions de CO2. Cet impact est encore renforcé à cause de notre goût pour la viande. Partout, le nombre d'animaux d'élevage est en constante augmentation. Regardez combien de vaches se pressent sur notre continent. Selon les chiffres compilés par l'ONU, leur nombre explose. Surtout en Italie, au Benelux et dans l'ouest de la France. L'élevage de cochons a connu une croissance encore plus rapide. Dans certaines régions, on compte plus de porcs que d'habitants. Et l'Espagne est devenue championne du monde de l'exportation de viande de porc. Avec 10 000 animaux et plusieurs fermes, l'exploitation d'Albert Munoz est l'une des plus grandes d'Espagne. Ante eso, nosotros sí que estamos trabajando porque la agricultura y la ganadería tiene que evolucionar igual que ha evolucionado la sociedad. La población se concentra más que se concentraba anteriormente. La producción ganadera y la producción agrícola se tiene que concentrar también más. Y tenemos que tratar mayor cantidad de... Somos más habitantes en el mundo. Que pensar en los millones de habitantes que les puede gustar o no les puede gustar la carne, comerán lo que tengan que comer, pero tenemos que seguir produciendo alimentos. No tenemos a la vista dos proyectos nuevos de 2 granjas también y esperemos que no sean los últimos proyectos que podamos hacer.
Creemos que en el crecimiento está el futuro. No puedes parar. La croissance sans fin, est-ce vraiment la solution? Il faudra bien nous fixer des limites, pour notre bien-être comme celui des animaux. L'élevage n'est pas le seul problème. Il faut aussi nourrir ces millions d'animaux avec des aliments toujours plus protéinés, céréales ou soja. En Europe, la moitié des terres agricoles sert uniquement à l'alimentation animale. Et cela ne suffit pas. L'Europe doit importer du soja d'Amérique du Nord et du Sud, provoquant la destruction d'hectares de forêts et l'aggravation de notre bilan carbone. Il faut le reconnaître, le steak dans notre assiette a un impact dévastateur sur l'environnement. La plaine du Pô, dans le nord de l'Italie, est l'une des régions les plus fertiles d'Europe. Idéale pour l'élevage et la culture fourragère à grande échelle. On peut y observer les dégâts causés par l'agriculture intensive, et pas seulement au niveau de l'atmosphère. Facciamo un monitoraggio delle acque sotterranee in questa zona da circa 15 anni e ci siamo accorti che ci sono delle aree dove perennemente la concentrazione dei nitrati supera i limiti di legge, perché nell'agricoltura viene usata un fertilizzanti di sintesi, fertilizzanti organici che contengono dei composti azotati. La pianta utilizza questo composto azotato per crescere, ma quando non è in grado di utilizzarlo tutto, quando viene abusata la quantità, quindi si utilizza una quantità troppo elevata o con modalità non idonee, tutte le volte che piove l'acqua di precipitazione prende in carico questa sostanza azotata e la porta attraversando il sottosuolo fino all'acquifero e quindi potrebbe far aumentare la concentrazione di nitrato nelle nostre acque sotterranee. Il nitrato è pericoloso nelle acque sotterranee perché le acque sotterranee vengono poi utilizzate per diversi usi, in primis per l'uso idropotabile, e l'ingestione di acque con alte concentrazioni di nitrati è dimostrato che può portare delle malattie. C'è una malattia che si chiama baby blue, che si sviluppa soprattutto nei bambini con problemi di trasporto dell'ossigeno nel sangue, ma ci sono anche degli studi recenti che dimostrano come concentrazioni elevate di nitrati, se ingerite, possono provocare malattie ben più gravi. L'Union européenne avait réussi à réduire sensiblement les taux de nitrate dans les champs. Mais depuis plusieurs années, ils augmentent à nouveau. À ce sujet, l'Université de Stockholm a fait une découverte intéressante. Plus une région perçoit de subventions agricoles de la part de l'Union européenne, plus les taux de nitrate dans les eaux sont élevés, comme ici dans le nord de l'Italie. Les eaux polluées du Pô se jettent dans la mer Adriatique. Les fleuves n'ont pas de frontières. C'est ainsi que les nitrates se retrouvent dans presque tous les lacs du continent et jusque dans les mers. Dans l'eau, le nitrate dope la croissance des algues vertes qui tapissent les fonds marins. Cela se voit même depuis le ciel. La mer Baltique, au nord du continent, est elle aussi touchée par ce phénomène. Les algues vertes bloquent les rayons du soleil et condamnent les organismes qui vivent dans les profondeurs marines. Lorsque les algues se décomposent, elles appauvrissent les eaux en oxygène. C'est ainsi que des pans entiers de la Baltique sont devenus des zones mortes. Depuis, les pays riverains se sont organisés pour réduire l'afflux de nitrate. La Baltique se rétablira. Mais ce sera long. Nous consommons aujourd'hui 60% de viande de plus qu'il y a 60 ans. Surtout les hommes. C'est trop. Tous les experts le disent. Mais sommes-nous prêts à sacrifier notre steak pour des protéines alternatives ? À Saint-Sébastien, en Espagne, Mercedes Villar Juarez s'est investi corps et âme dans la recherche d'une nouvelle sorte de viande. Non pas animale, mais synthétique.
Esto es el principio de todo. Así es como empieza todo el proceso. Hemos cogido una muestra de músculo de animal y lo que vamos a hacer es disgregarla para separar las células que nos interesan. Vamos a quedarnos con las células musculares, que son las productoras de proteína, y vamos a cultivarlas. Lo que vamos a obtener son un número determinado de millones de células que se van a proliferar y van a hacer miles de millones y miles de millones de millones. Y lo que harán al final es fusionarse y crear esos tejidos, que es la carne cultivada. Tout commence par un amas de cellules qui se multiplient sous la forme d'un tissu qui ressemble à de la viande. L'objectif, créer en laboratoire un steak entier. Yo creo que la carne cultivada es un salto más en la evolución de cómo hacemos la producción de nuestros alimentos. Llevamos haciendo ganadería, agricultura muchísimos años y la sociedad se ha formado utilizando esas técnicas. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos nuevas técnicas que nos permiten hacer una extensión de esas tecnologías y hacerlas más productivas. Al final de un animal lo que puedes obtener es todavía más producción. ¿Qué pasa? Pues que estas producciones, en lugar de hacerse en campos o en granjas, las tiendes a hacerla en industria o fábricas. Es proteína animal crecida de una manera más sostenible comparado con, digamos, la ganadería intensiva, no la extensiva. The most radical change is because the cost of protein is going to come down by 5 to 10 times. There's going to be a huge impact in the number of animals. So we actually forecast 50% fewer cows by 2030 and 75% fewer cows by 2035. We really do expect the cow will be obsolete by 2035. Like any disruption, there's going to be lots of winners and lots of losers. It's hard not to see kind of people really embedded in traditional agriculture being the losers in that more industrial state. Si nous imaginons un instant que ces prévisions se réalisent et que bientôt légumes et viande soient produits en usine, faut-il en déduire que nos agriculteurs sont condamnés à disparaître ? Ma gourmande, ça. C'est qu'on veut Je d'autres, sais pas là trop comment répondre à cette question. C'est délicat. Je sais pas. Moi, je suis très optimiste sur mon métier. Je suis sûre qu'il y aura encore des paysans demain. C'est indispensable. Tout arrêter comme ça, ne plus avoir de contact avec cette nature, non, tout... Enfin, non, je vois pas. Ou alors, ça veut dire qu'il y aura plus d'humains. Il n'y a plus de paysans, il n'y a plus d'humains. Le futur se trouve peut-être ici, dans le parc du Buren, au nord-ouest de l'Irlande. Brendan Dunfort y a expérimenté une nouvelle manière de soutenir l'agriculture traditionnelle tout en préservant la nature. The work here began around, I guess, 20 years ago, and we did some research all about the relationship between farmers in the Burren and their landscape. And we found out that, okay, the wrong type of farming, very intensive modern methods, can be very damaging to this environment. But in contrast, traditional farm practices, old grazing regimes and management regimes are really critical to maintaining the biodiversity and the natural environment in the Burren. So when we finished that research, there was a recognition, not just within the farming community, but within the conservation authorities, that we need farmers on the land farming in a way that they have done for 6,000 years if we want to protect the Burren into the future. So the challenge then became, how do we support these farmers? Le programme de Brendan offre des subventions aux agriculteurs qui limitent leur impact sur l'environnement. Des récompenses en quelque sorte, financées par l'Union européenne et le gouvernement irlandais. So in the Burren programme, we have a way of rewarding farmers who deliver great outcomes for our environment. So we have a very simple scorecard where we walk each field, like this field, every summer, and using 10 different categories, the grazing level, the condition of the natural water sources, the feeding system, the presence of invasive species, is there any damage being done? And we tallied all those up to create a score out of 10. What the farmer has done here over the last number of years is, first of all, he's repaired the walls, and that's allowed him to target grazing more effectively here. And by targeting grazing in wintertime, you're creating more flowers in summertime.
Secondly, the water source, which was previously polluted by cattle standing in it, he's built a wall around it and pumped the water to a storage trough, which then feeds troughs for the cattle. So that allows the animals to drink clean, fresh water, but also keeps the water source fresh and clean for us who are drinking also the water around this area. The third thing he's done is he's changed his feeding system. He's moved towards a more bespoke feeding system, which actually does less damage to the environment and encourages greater grazing levels. And over the years, by virtue of those management interventions and better grazing, so putting more cattle on here at the right time, the score has gone from a 6 to a 7 to an 8 to a 9, and now it's a 10 out of 10. Because my God, when you look around here, you can see that this is pretty much perfect. The land is being managed beautifully. So the farmer is getting a premium payment. Tout le monde y gagne. Les agriculteurs et la nature. Les prairies se sont rétablies et la biodiversité aussi. I think there's huge challenges, and we need huge changes, and we need them really quick. And that's why I'm excited about the potential of the farmers and the fishers and the forestries of the world, the kind of the unsung heroes. If we can get those on board, working towards a certain outcome, if we can get those communities to buy in, and to be the leaders, to be the catalysts for change, to be the first responders to these crises, I'm optimistic that can happen. L'Europe dépense des milliards d'euros pour que les agriculteurs produisent plus et moins cher. En même temps, les sols meurent, des espèces disparaissent, notre santé se dégrade. Peut-on espérer de l'agriculture en laboratoire qu'elle parvienne à rendre la production de masse plus durable? Les agriculteurs parviendront-ils à redevenir de véritables acteurs de la biodiversité, les gardiens de nos paysages?